t'aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dit? Ton père, ta mère, ta sœur ou ton frère? Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère. Tes amis? Vous vous servez là d'une parole dans le sens, mais restez jusqu'à ce jour inconnue. Ta patrie? J'ignore sous quelle latitude elle est située. La beauté? Je l'aimerais volontiers, déesse et immortelle. Et l'or? Je le hais, comme vous haïssez Dieu. Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas, là-bas, les merveilleux nuages. Accueillir pour cette troisième édition des Veillées de Banyuls. Nous l'avons placé sous le thème de l'étranger. On peut être étranger aux autres parce qu'on est ailleurs, on peut être étranger chez soi parfois, on peut être étranger à soi. Tous ces thèmes-là ont fait l'objet de beaucoup de textes, de littérature ou de poèmes. On a essayé de vous en extraire quelques-uns et ce soir nous allons vous les lire. Alors, comme à chaque fois, il y aura des textes d'auteurs locaux et puis des textes d'ailleurs, d'auteurs qui ne sont pas forcément de la région. Voilà, nous espérons que vous allez passer une superbe soirée. Je vous souhaite une belle veillée. Une voix claire et mélodieuse dérangea le calme, peuplé de pensées moroses. Le chant se rapprochait. Il vibrait, pur et cristallin, comme une eau de source, égayant le jour qui déclinait. La jovialité qui s'en dégageait contrastait d'une manière presque impudique avec les plaintes inexprimées. Voilà l'étrangère, grommela Thérèse. Elle se hissa péniblement, s'avança, risqua un œil suspicieux au dehors. Je ne m'étais pas trompée, constata-t-elle, d'un ton dédaigneux. Elle fronça les sourcils, observa à la dérobée l'effronté qui marchait d'un pas décidé et dont l'insolence osait profaner la mémoire du défunt et corrompre la tranquillité des lieux. Cette fille, poursuivit-elle, est le diable en personne. Elle maugréa encore contre la silhouette plantureuse qui se trouvait sur le chemin. Elle revient de chez Mayol, supposa Irène. Thérèse approuva en fermant la fenêtre, et puis d'un geste sec, elle ferma le rideau. Sur le spectacle indécent, l'image de la jeune arrogante disparut, et le beau ramage ne fut plus qu'un insignifiant fredonnement. Plus tard, au moment du repas, Thérèse frotta ses mains sur son tablier et prit place en face de son petit-fils. « Bon appétit !» prononça-t-elle d'un ton empreint d'une austère solennité. La phrase rituelle sonnait le glas de la conversation. Thérèse n'aimait guère parler à table. Elle mangeait, plongée dans un recueillement presque religieux. Joseph avait dû se plier à ses exigences. Il avait pris l'habitude de se taire. Le silence coutumier s'installa. Chacun absorba sa nourriture sans prêter attention à l'autre, les yeux rivés sur son plat, et le calme, presque gênant, amplifiait les sons d'ordinaire étouffés par les paroles, amortis par les rumeurs du jour.
on percevait démesuré le crépitement du feu dans les cheminées, le balancement régulier et lancinant de la pendule, le raclement des cuillères sur l'antique porcelaine et parfois quelques déglutitions involontairement bruyantes. Thérèse dérogea soudain aux usages et rompit la solitude dans laquelle tous les deux s'étaient enfermés. Au fait, il faut que je te dise. La voix, empreinte de sévérité, trahissait une forte contrariété. L'autre jour, tu as croisé l'étrangère, celle qui va chez Mayol. Il m'a semblé que tu la dévorais des yeux. Elle est jolie, fit-il évasivement. Thérèse arbora une moue de dépit, et puis, pointant un index menaçant, « Méfie-toi d'elle. »« Pourquoi » demanda-t-il en dissimulant son amusement. « Elle a eu des ennuis avec les autorités. » Ouais. Il feignit l'étonnement. Cependant, les remarques de sa grand-mère aiguisaient sa curiosité. Il tâcha de lui soutirer de plus amples informations. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il prudemment. « Ah, Irène n'habite pas loin de chez elle. Un matin, elle a vu débarquer des policiers, ils ont fouillé sa chambre, et après, ils l'ont emmenée. » Et de quoi l'accusait-on? Je ne sais pas exactement. Elle hésita et finit par avouer. « À mon avis, il s'agit d'une affaire de prostitution. Il paraît qu'elle cachait des hommes dans un atelier que le vieux lui avait prêté. » Il est où cet atelier? Au Puy-Delmas, à côté de la maison de la mère d'un douanier. Thérèse esquissa un sourire méprisant et ajouta avec une pointe de satisfaction. « D'ailleurs, c'est sûrement lui qui a signalé la débauche, et j'en suis bien contente. » Elle se leva et alla poser le faitout sur la cuisinière. « Vous le connaissez, ce douanier ?» se risqua Joseph, tandis que sa grand-mère ramenait une corbeille de fruits. Elle ne réagit pas. Son visage se ferma. « Tiens, prends une orange, » proposa-t-elle avec détachement. Joseph comprit qu'il serait inutile d'insister, qu'il n'en saurait pas davantage. Cependant, au moment où il détachait l'écorce souple et parfumée, elle se pencha et susurra au creux de son oreille. « C'est l'ancien fiancé de ta tante. » Elle marqua un temps d'arrêt et poursuivit dans une ultime confidence. « Mais je ne t'ai rien dit. » « Vous ne m'avez rien dit, » confirma-t-il. Excusez-moi. Tous les Européens étaient de vrais sauvages, quand déjà les Chinois et les Égyptiens étaient civilisés. Si ces derniers avaient jugé de nos ancêtres comme nous jugeons trop souvent des races étrangères, ils auraient trouvé chez eux bien des signes d'infériorité, à commencer par ce teint blanc dont nous sommes si fiers et qu'ils auraient pu regarder comme accusant un étiolement irrémédiable. Je suis né à Canala, mais les hasards de la vie m'ont fait découvrir les hautes vallées de la Yengen, et c'est là que sont les miens. Il y a très longtemps, j'ai été désigné par le chef du village avec une vingtaine de garçons et moitié moins de filles pour aller à Nouméa. Nous ne savions pas pourquoi. Les soldats nous ont escortés jusqu'à la Foa, 2 jours de marche par la route charretière.
Là, des camions nous attendaient. Nous sommes descendus à Nouméa, où nous avons rejoint d'autres Kanaks venus des îles d'Ovea, de Lifou, de Maré. Nous étions plus d'une centaine. On dormait dans un immense hangar à fruits sur le port, quand le grand chef Boula nous a réveillés pour nous présenter un Français, l'adjoint du gouverneur Joseph Guyon. Il a commencé par nous appeler « mes amis » et tout le monde s'est méfié. Il a rendu hommage à nos pères, à nos oncles, qui étaient allés sauver la mère patrie d'adoption pendant la Grande Guerre, avant de nous annoncer que nous partirions dès le lendemain pour l'Europe. Ce voyage est la chance de votre vie, grâce à la Fédération française des anciens coloniaux, qui a intercédé auprès de monsieur le gouverneur. La Nouvelle-Calédonie tiendra toute sa place au cœur de la prochaine exposition coloniale. Auprès de vos frères en voie de civilisation, vous présenterez la culture ancestrale de l'Océanie. Vous montrerez par vos chants, vos danses que coloniser, ce n'est pas seulement défricher la jungle, construire des quais, des usines, tracer des routes, c'est aussi gagner à la douceur humaine les cœurs farouches de la savane, de la forêt et du désert. À Paris, il ne subsistait rien des engagements qu'avait pris l'adjoint du gouverneur à Nouméa. Nous n'avons pas eu droit au repos, ni visité la ville. Un officiel nous a expliqué que la direction de l'exposition était responsable de nous et qu'elle voulait nous éviter tout contact avec les mauvais éléments de la grande métropole. Nous avons longé la Seine en camion et on nous a parqués derrière des grilles dans un village kanak reconstitué au milieu du zoo de Vincennes entre la fosse au lion et le marigot au crocodile. Leurs cris, leur bruit nous terrifiaient. Ici, sur la Grande Terre, on ne se méfie que du serpent d'eau, le tricot rayé. Et encore, les gamins s'amusent avec. C'est rare qu'il arrive à ouvrir sa gueule assez grand pour mordre. Au cours des jours qui ont suivi, des hommes sont venus nous dresser, comme si nous étions des animaux sauvages. Il fallait faire du feu dans des huttes mal conçues dont le toit laissait passer l'eau qui ne cessait de tomber. Nous devions creuser d'énormes troncs d'arbres plus durs que la pierre pour construire des pirogues, tandis que les femmes étaient obligées de danser le pilou-pilou à heure fixe. Au début, ils voulaient même qu'elles quittent la robe mission et exhibent leur poitrine. Le reste du temps, malgré le froid, il fallait aller se baigner et nager dans une retenue d'eau en poussant des cris de bêtes. J'étais l'un des seuls à savoir déchiffrer quelques mots que le pasteur m'avait appris. Mais je ne comprenais pas la signification du deuxième mot écrit sur la pancarte fichée au milieu de la pelouse devant notre enclos. Homme anthropophage de Nouvelle-Calédonie. Il ne faisait pas beau le matin de l'inauguration. Le cortège officiel a effectué sa visite au pas de charge, et comme le maréchal Lyautey s'était attardé au pavillon du Maroc, en souvenir de ses conquêtes, on a écourté la
découverte du nouveau parc zoologique. Le président Doumergue avait un faible pour les pachydermes et les otaries. Il n'est même pas passé devant la fosse aux lions, le village des cannibales Kanaks et le marigot des crocodiles germains. Nous avons eu juste droit à la fanfare de la garde républicaine qui a fait le tour des allées à cheval. À midi, le beau temps était revenu et les curieux ont commencé à défiler de l'autre côté des grilles. Des familles en goguettes venues de toutes les provinces de France, les rangs serrés des enfants des écoles, des religieuses en cornette menées par la mère supérieure, une délégation de Saint-Cyriens coiffés de leurs casoirs. On nous jetait du pain, des bananes, des cacahuètes, des caramels, des cailloux aussi. Les femmes dansaient, les hommes évidaient les troncs d'arbres en cadence, et toutes les 5 minutes, l'un des nôtres devrait s'approcher pour pousser un grand cri en montrant les dents, pour impressionner les badauds. Ils disent « L'anémone est plus intelligente que la rose. Le sable est plus beau que le chat et la pierre a toujours été supérieure au potiron. Il reproche au noir d'être plus noir que le blanc, comme si on reprochait au feu d'être plus chaud que la neige et au miel d'être plus sucré que la vague. Et s'ils ont peur de le rompre, c'est qu'ils se doutent un peu que haïr l'étranger, c'est avoir peur de soi. La France et l'Espagne décidèrent enfin d'ouvrir la frontière. Je pouvais donc revenir à Barcelone. Je n'étais plus un exilé, du moins en apparence, car ma vie était ailleurs. Il ne m'était pas possible de vivre dans une Espagne gouvernée par Franco et dans laquelle le clergé étouffait toute possibilité de démocratie. Non, cette Espagne-là n'était pas la mienne. Il ne me restait plus qu'à demander la nationalité française, ce que je fis dès que possible. Hélas, pour moi, cette démarche fut suivie d'un refus de visa par les autorités consulaires espagnoles. Devenu français, j'étais indésirable dans mon pays. Il fallait se résigner, mon exil était irréversible. D'autres événements se produisirent, rendant définitif mon destin de Français. Mon frère avait trouvé du travail dans une usine en Allemagne et il quitta définitivement la Catalogne avec sa famille. Mes parents, trop âgés pour résider seuls à Barcelone, vinrent habiter chez nous, à Banyuls. Les enfants allaient à l'école du village. Demain, ce serait le lycée Arago à Perpignan, où Albert était déjà. La mort de Franco, en 1975, ne pouvait rien changer à mon existence. L'Espagne de Don Juan Carlos de Bourbon m'était devenue étrangère. Les combattants républicains disparaissaient les uns après les autres. J'étais presque devenu un étranger dans mon pays. Était-ce encore mon Espagne que j'allais visiter de temps en temps, ou un autre pays nouveau, sinon différent, dont la jeunesse et les règles m'étaient inconnues? Je crois que j'étais déjà trop âgée pour me réconcilier avec mon passé. Je conduisais le camion de l'entreprise de maçonnerie de mon beau-père. J'avais des amis avec lesquels je jouais au foot dans ce village qui ne connaissait jusqu'alors que le rugby. Et Alain avait eu une petite sœur prénommée Anita. Il n'y avait plus qu'à attendre que le temps accomplisse son œuvre, que les années qui passent me permettent de faire semblant d'oublier que j'étais née à Barcelone et qu'un jour, en février 1939, à 17 ans, j'arrivais au col du Pertus. Mais qui peut oublier ces 17 ans ?
bientôt 10 ans que j'ai quitté l'ombre des cocotiers. Dans le gris, sous un soleil inattendu, j'avance sous le ciel de rompe, en comptant mes pas et les petits mètres de rêve franchis. Mais combien de kilomètres, de journées de labeur, de nuits d'insomnie me séparent encore d'une hypothétique réussite, qui pourtant va tellement de soi pour les miens, dès l'instant que je leur ai annoncé mon départ pour la France. Étrangère partout, je porte en moi un théâtre invisible, grouillant de fantômes. Seule la mémoire m'offre sa scène. Au cœur de mes nuits d'exil, j'implore Morphée. Mais l'anamèse m'éclaire et je me vois entourée des miens. Partir, c'est porter en soi non seulement tout ce qu'on a aimé, mais aussi tout ce qu'on détestait. Partir, c'est devenir un tombeau ambulant, rempli d'ombre, où les vivants et les morts ont l'absence en partage. Partir, c'est mourir d'absence. On revient, certes, mais on revient autre. Au retour, on cherche, mais on ne retrouve jamais ce qu'on a quitté. La larme à l'œil, on se résigne à constater que les masques qu'on leur avait taillés ne s'ajustent plus. Qui sont ces gens que j'appelle mon frère, ma sœur? Qui suis-je pour eux? L'intruse qui porte en elle ce qu'ils attendent et qu'ils désespèrent de retrouver? L'étrangère qui débarque? La sœur qui part? Ces questions accompagnent ma valse entre les deux continents. J'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu seras mort, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Il est tout malheureux, le petit lapin noir, que sa blanche maman ce soir a rejeté de la communauté. Pas de lapin noir chez les lapins blancs. C'est clair, mon enfant? Bonsoir. Et on lui claquonnait la porte. Il est jeune, il fait froid, qu'importe. Rien ne sert d'insister. Il faut patte blanche montrer. Alors, le petit lapin noir, dans un extrême désespoir, mais n'ayant pas de carabine, va se noyer dans la farine. La neige, en rafale soudain, hélas, lui bloque le chemin. Le chemin du moulin. Quel destin! Dieu, quel destin, petit lapin! Lors, toute la nuit, il attend. Et le lendemain, au matin, quand sa maman le voit dans son beau manteau blanc et qu'il n'est plus question de le laisser dehors, le petit lapin noir vraiment est bien content, bien que mort. De taille moyenne, tout en muscles, des bras comme des cuisses, l'œil brillant d'un beau diamant noir et une fière moustache, Paul est un vrai montagnol et de surcroît l'un des plus remarquables. Pourtant, quand on l'a vu arriver en 1957 au village, il n'était rien d'autre qu'un étranger. Et les étrangers, on s'en méfie, même quand ils ont l'air inoffensifs et bien sous tout rapport. On ne se fait plus avoir. Cela vient de ce curé d'autrefois. Il n'y a pas plus bienfaisant que les curés d'habitude, sauf que celui-là n'était pas du pays, à ce que l'on dit. C'était un Kostoumi d'entrailles, ou de quelque part dans la vallée.
Il avait été envoyé par l'évêché pour faire ses classes à la montagne dans une petite paroisse dont on a oublié le nom. Il avait un visage d'ange, portait la soutane et ne s'économisait pas pour nous donner l'absolution le samedi et le bon Dieu tous les dimanches. De la graine de saint homme, tous l'auraient juré. Donc, à l'époque, certains ne se seraient pas méfiés, et leurs filles encore moins. Et voilà qu'il en aurait engrossé 3 avant de ranger sa chasuble et quitter son petit presbytère pour épouser la 4e. Cette histoire, vraie ou pas, a marqué tout le plateau. Alors, quand un instituteur arrive désormais, bombardé là par l'académie, quand les autorités militaires du chef-lieu du département installent ici un nouveau brigadier, on ne fait plus la même erreur. Si on ne les a pas vus grandir chez nous, on ne leur accorde pas sa confiance. Il leur faut la gagner. Paul, qui paraît pourtant aussi costaud et aussi vif que n'importe lequel d'ici, qui n'a pas l'air d'être impressionné ni par le pays ni par les difficultés de sa tâche dans nos montagnes, qui affiche les meilleures intentions pour se faire adopter, n'échappe pas à la règle. C'est le nouveau facteur, il arrive de Paris, il est étranger. Le receveur lui donne la tournée la plus longue. Ce n'est pas fait exprès, mais cela tombe plutôt bien pour qu'on se fasse rapidement une idée du bonhomme. Circuit plus long, sac plus court évidemment. 7 à 12 kilos, tantôt sur une épaule, tantôt sur l'autre. Voilà ce qu'il doit traîner au long des 34 kilomètres de chemins pierreux, de prés humides et de bois obscurs. Au début, il y a toujours une pierre-dieu pour le regarder monter les collines, traverser les ruisseaux, couper à travers les forêts. Des yeux qui n'attendent que de le voir abandonné. On lui parle peu, bonjour, bonsoir, et c'est tout, pour qu'il n'ait pas le temps de souffler, de se refaire les jambes. On lui tend la main, prend le courrier et retourne aussitôt à la maison rejoindre ceux qui n'ont pas quitté la fenêtre de derrière pour le voir trimer sur la colline ou hésiter à l'entrée du bois. Ben, c'est qu'il tient le Parisien. Une belle foulée aussi régulière dans les montées que sur le plat. Point de bâton pour prendre appui dans les descentes, pas même après les infrutes où le terrain se jette d'un bond vertigineux dans les eaux vives du Ruols. Jamais une hésitation ni au croisé de chemin ni au saut de rivière. Tous font le même commentaire. Il est costaud, mais il craquera avant l'hiver, sinon c'est la neige et les essirs qui se chargeront de lui. Déjà, septembre a passé, sans qu'une seule fois il ne retourne le dernier au bureau de poste. Pourtant, les autres facteurs sont chevronnés et connaissent leur tournée sur le bout des doigts et ne craignent pas les cailloux des chemins. Bon Dieu, il faut voir jusqu'où le Parisien est capable d'aller sans sourciller. Comme on n'a pas la patience d'attendre l'hiver, on s'arrange pour lui améliorer un peu sa tournée. Sylvénou, un attardé, habite seul dans une masure en ruine près de la Velpelière, de l'autre côté du bois des Bézaillades. Une bonne nature qui vit du fruit de ses braconnages et de la générosité de quelques-uns du canton. Il ne parle pas, mais il sourit tout le temps. Le genre de complice qui ne risque pas de vous trahir. On profite d'une offre d'essai du journal Centre-Presse, le nouveau nom du Rouergue républicain, pour le faire découvrir à ce brave simplet qui, inutile de le préciser, ne sait pas lire. Ainsi, pendant tout le mois d'octobre, on rajoute à l'exercice quotidien de notre Parisien 4 bons kilomètres de bois et de pentes abruptes. Il ne rentre pas plus essoufflé. On va voir ce qu'on va voir. À la baraque, au Falachou, aux barrières, à Vitrac-en-Viaden, au Bas-Hermé, on se met à commander son épicerie et sa viande au facteur. 1 kilo de bœuf pour les Quesac ou les Girbales, un sac de farine et un carton de sucre pour les Berthier, les Fages ou les Monteil, 1 litre de savon noir pour la vieille Querelle. Cela oblige notre homme à emporter tous les jours une sacoche supplémentaire. Sa foulée n'en est pas affectée pour autant.
Il faut se résoudre à attendre l'hiver. Il était une fois un vieil homme assis à l'entrée d'une ville du Moyen-Orient. Un jeune homme s'approcha et lui demanda « Je ne suis jamais venu ici. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ?» Le vieil homme lui répondit par une question. « Bah, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? Égoïstes, méchants. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'étais bien content d'en partir. » Le vieillard de répondre « Tu trouveras les mêmes gens ici. » Un peu plus tard, un autre jeune homme s'approcha et lui posa exactement la même question. « Je viens d'arriver dans la région. Comment sont les gens qui vivent dans cette ville ? » « Mais dis-moi mon garçon, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ? » « Oh, ils étaient bons, accueillants, honnêtes. J'y avais de bons amis et j'ai eu beaucoup de mal à en partir, » répondit le jeune homme. « Eh bien, tu trouveras exactement les mêmes ici, » répondit le vieil homme. Un marchand qui faisait boire ses chameaux, à côté, avait entendu les deux conversations. Dès que le deuxième jeune homme s'éloigna, il s'adressa au vieillard sur un ton de reproche. « Comment peux-tu donner deux réponses complètement différentes à la même question posée par deux personnes ? » « mon fils, dit le vieil homme, celui qui ouvre son cœur change aussi son regard sur les autres. Chacun porte son univers dans son cœur. » Être ange, c'est étrange, dit l'ange. Être âne, c'est être âne, dit l'âne. Cela ne veut rien dire, dit l'ange en haussant les ailes. Pourtant, si étrange veut dire quelque chose, être âne est plus étrange qu'étrange, dit l'âne. Étrange est, dit l'ange en tapant du pied. Étranger vous-même, dit l'âne. Et il s'envole. En 1933, Pitt et Yves Curger, un jeune couple de pédagogues avant-gardistes, sont obligés de quitter Berlin et l'Allemagne, où Hitler vient d'arriver au pouvoir. Aidés par les Quakers, ils s'installent dans une ferme abandonnée au-dessus de Mosset, dans les Pyrénées-Orientales. Avec un petit groupe d'autres citadins poursuivis par ce régime, ils y fondent une école qui va jouer un rôle dans l'accueil des enfants de la retirade et qui existe encore aujourd'hui comme école verte et lieu de culture. Werner Thalem, un communiste allemand de 27 ans, y échoue entre 1934 et 1937. Peu de témoignages existent sur ce début de l'aventure héroïque de Lakoum. Sinon, son journal intime, découvert en 2013. De cette petite commune d'à peine 500 âmes, l'une des figures était le curé catholique. Comme nous l'avions déjà appris par des ragots qui couraient dans le village, ce curé, qui n'était plus tout jeune, était arrivé à Mosset sous le coup d'une sanction disciplinaire. Lui, digne représentant de l'Église catholique,
n'aurait pas su résister comme il aurait fallu à la tentation de la chair dans une ville assez importante du sud de la France. C'était à l'évidence un homme cultivé, parlant plusieurs langues, qui prenait manifestement plaisir à discuter avec nous, qui étions athées, étrangers et allemands de surcroît. Toutes les fois où nous nous rendions au village, nous avions pris l'habitude d'aller le retrouver. Un jour, c'était un peu avant Noël, Pete, Yves et moi étions retournés chez lui, lorsqu'il nous demanda soudain, d'un air solennel, s'il pouvait nous adresser une requête. Il s'agissait, commença-t-il avec embarras, de la messe de minuit à l'église. Nous ne pouvions que l'écouter nous expliquer l'histoire et la signification de la messe dans le rite catholique et nous raconter les anecdotes amusantes qu'il avait vécues. Et il en vint soudain à parler des chants de Noël allemands si émouvants et si poignants. Il finit par en venir au fait en nous demandant si nous serions d'accord pour chanter 2 chants allemands après l'entrée, interprétés à l'orgue, juste avant le début de la messe. Il savait que nous n'étions pas croyants, ni pratiquants, et peut-être même pas chrétiens. Mais il ne pensait pas se tromper en voyant en nous des hommes de bonne volonté, à qui, dans un tel endroit, il ne viendra pas à l'esprit d'organiser des manifestations politiques, et même d'interpréter des chants déplacés comme l'Internationale. Nous demandâmes à réfléchir, et nous consultâmes les camarades pour savoir si nous perdrions la face en chantant des chants de Noël allemands pour des paysans catalans. Nous acceptâmes finalement et nous choisîmes de chanter 2 chants allemands afin de ne pas nous rendre ridicules, nous répétions avec application au petit déjeuner ou au repas du soir. Quand Noël arriva, nous fûmes quelque peu déçus, car la petite église du village n'était à vrai dire fréquentée que par des femmes et des enfants. Les hommes, eux, étaient restés à fumer sur la place de l'église et débattaient de vaches, de veaux et de prix. Néanmoins, notre réputation dans le village s'en trouva grandie. Tout le monde nous saluait amicalement et nous étions les Allemands qui chantaient. Dans ce monde, a non seulement vu mourir les hommes, mais il a vu mourir les idées. Principes, mœurs, goûts, plaisirs, peines, sentiments. Rien ne ressemble à ce qu'il a connu. Il est d'une race différente de l'espèce humaine au milieu de laquelle il achève ses jours. Passe ton doigt là, sur ta tempe, touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basses les lampes, la nuit plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne, mais l'enfant, qu'est-il devenu? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu, tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant pour ne sentir ta dissemblance et sur le toi-même d'antan tomber la poussière du temps. C'est long, vieillir au bout du compte. Le sable enfui entre nos doigts, c'est comme une eau froide qui monte, c'est comme une honte qui croît, un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose, c'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous, lentement plier nos genoux? Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marais? Combien faut-il d'années, secondes à l'homme pour l'homme abjuré? Pourquoi c'est si magré? Rien n'est précaire comme vivre. Rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre, et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger.
Regardez-les, ces hommes et ces femmes qui marchent dans la nuit. Ils avancent en colonne sur une route qui leur esquinte la vie. Ils ont le dos voûté par la peur d'être pris, et dans leur tête, toujours, le brouhaha des pays incendiés. Ils n'ont pas mis encore assez de distance entre eux et la terreur. Ils entendent encore les coups frapper à leur porte. Ils se souviennent des sursauts dans la nuit. Regardez-les, colonnes fragiles d'hommes et de femmes qui avancent aux aguets. Ils savent que tout est danger. Les minutes passent et les routes sont longues. Les heures sont des jours et les jours des semaines. Les rapaces les épient, nombreux. Ils leur tombent dessus au carrefour. Ils les dépouillent de leurs fripes, ils leur soutirent leurs derniers billets et ils leur disent « encore !» Et ils donnent encore. Ils leur disent plus. Et ils lèvent les yeux, ne sachant plus que donner. Misère et guenilles, enfants accrochés aux bras qui refusent de parler, vieux parents ralentissant l'allure, qui laissent traîner derrière eux les mots d'une langue qu'ils seront contraints d'oublier. Ils avancent, malgré tout, persévèrent parce qu'ils sont têtus. Et un jour, enfin, dans une gare, sur une grève, au bord d'une route, ils apparaissent. Honte à ceux qui ne voient que guenilles. Regardez bien, ils portent la lumière de ceux qui luttent pour la vie, et les dieux, s'il en existe encore, les habitent. Alors dans la nuit, d'un coup, il apparaît que nous avons de la chance si c'est vers nous qu'ils avancent. La colonne s'approche, et ce qu'elle désigne en silence, c'est l'endroit où la vie vaut d'être vécue. Il y a des mots que nous apprendrons de leur bouche, des joies que nous trouverons dans leurs yeux. Regardez-les, ils ne nous prennent rien. Et lorsqu'ils ouvrent leurs mains, ce n'est pas pour supplier, c'est pour nous offrir le rêve d'Europe que nous avons oublié. Moi, ça me prend la tête, l'arrivée du nouveau. Ah, ça me fait grimper la tension, cette histoire. Je ne devrais pas m'inquiéter comme ça, mais c'est plus fort que moi. On se refait pas, j'ai les coups de sang. Elle est à combien ta tension? C'est 8. Et ta connerie, elle est à combien? Et 16-8, hein, c'est limite, hein. Putain. Marcelin est un connaisseur. Il entend dans son café tant de plaintes sur les douleurs, les vapeurs, les aigreurs, les ballonnements, les palpitations, les sanies et autres misères physiologiques qu'il aurait pu ouvrir une consultation médicale. Oui, vivement qu'on règle leur compte à tous ces étrangers là qui viennent chier sur nos valeurs. Hein. Et des valeurs ancestrales. Oui. Et à tous les youpala qui tiennent les grosses banques comme Rothschild et compagnie. Vous n'êtes pas fatigué de débiter chaque soir les mêmes horreurs? Et dis donc, et toi là, t'es pas fatigué toi avec tes idées parisiennes là, hein? Eh oui. À quelle distance doit-on arrêter d'être un autre être vivant? Le pli d'un drap, un bureau, un mur de chambre, une porte de voisin, un panneau de village, un pont à traverser, une frontière de région ou de pays, un continent, une planète ou un système solaire? À quelle distance devenons-nous si différents que nous devrions être indifférents? À quelle longueur sommes-nous des étrangers les uns pour les autres? Doit-on tenir compte des troubles de la vue pour évaluer ce problème et donc de l'âge qui les occasionne afin d'exclure les vieux?
Doit-on exclure les jeunes, trop jeunes, pour évaluer cette distance? Doit-on exclure les femmes qui font des histoires pour rien? Ou celles qui ne disent jamais rien? Quel est l'écart qui m'interdit de t'aimer? Doit-on refuser notre assistance aux handicapés du trottoir d'en face, aux femmes battues des quartiers périphériques, ou à ceux dont la maison brûle sur d'autres continents? Faut-il s'interdire de regarder une personne en détresse à cause de sa taille, de sa couleur ou de son sexe, de son apparence ou de ses vêtements, de son orientation sexuelle ou politique, de ses croyances ou de ses connaissances? À quelle distance mettons-nous ces différences? À quelle différence doit-on être indifférent? Faut-il arrêter la solidarité avec nos anciens d'autres tribus? Doit-on interdire les hommes à moustache de l'autre rive? Ou les enfants à casquette des territoires limitrophes? Peut-être faut-il exclure les artisans d'ici, ou alors les non-artistes de là-bas, pourquoi pas? Ne plus aider ceux qui sont contre mes idées me paraît particulièrement sensé. Ou plutôt, aider ceux qui sont pour. L'indifférence m'autorise quelle proximité? Et si on excluait les êtres vivants qui ne sont pas rentables? Les miséreux, les sans-abri? Et si on excluait les exclus? Et si on excluait ceux qui veulent exclure, ceux qui ne sont rien? Doit-on construire un bureau, un mur ou une frontière entre nous et ceux qu'on ne doit pas aider? Faut-il coller des interdictions sur ceux qui ne doivent pas utiliser chez nous? Peut-on mettre une dénomination, un signe sur ceux qu'on ne doit pas aider? Faut-il parquer dans des camps tous ceux qui ne sont pas comme toi, comme toi, comme toi? Ah, il nous faut une justification. Réfléchissons, nous n'en sommes plus très loin. Un roman peut-il naître d'une colère? Je le saurai bientôt si l'irritation m'amène jusqu'à la dernière page. Lundi, en suivant les actualités à la télévision, j'ai regardé un reportage sur les clandestins. On nous les montrait surpris par les douaniers dans un camion, maigres, assoiffés, les yeux cernés, la peau creusée, portant une barbe de plusieurs jours. Des bandits qui se font prendre. Un malaise me saisit. La scène me rappelait quelque chose. Quoi? Le reportage continua, détaillant les commissariats, les cellules, les camps de rétention. Lorsque j'assistais à une distribution de nourriture le long des grilles que surmontait un mirador, ma réminiscence se définit. Les Juifs. L'horrible goût qu'avaient les premiers plans se précisait. Les caméras filmaient les clandestins au cul du camion, ainsi que les nazis filmaient les Juifs pour leur propagande antisémite. Sales, hâves, l'œil fiévreux, le poil noir, le dos courbé, les épaules basses, coupables, pris sur le fait d'être eux-mêmes. Sous les images actuelles s'en glissaient d'autres anciennes, malodorantes. Les médias reproduisaient une idéologie fétide. Désigner des humains secondaires, de base souche, proches des animaux, des sortes de rats qui se cachent partout. Dans les caves, les soutes, les cales, les bétaillères. J'eus honte. Honte de la scène. Honte de l'avoir déjà absorbée des centaines de fois. Honte d'avoir pactisé passivement avec une forme de racisme. Honte de la lenteur avec laquelle j'en prenais conscience.
Oh, je ne doute pas que les bourreaux ignorent tout ce qu'ils font. Connaissant plusieurs de ces journalistes, cadreurs et photographes, je ne leur imputerai jamais des intentions criminelles. Non. Ils sont pour la plupart des curieux, qui s'ingénient à apprendre sans préjugés, des adeptes de la tolérance, des natures disposées à l'humanisme. Quand ils fabriquent ou diffusent ces séquences, l'infecte rhétorique de haine qu'elles colportent leur échappe. Les images tiennent leur propre discours, pas le leur. Sur le public, elles produisent un effet corrupteur. À cause d'elles, nous percevons les clandestins comme des parasites, des corps inadmissibles, des sous-citoyens. L'évidence m'a paru, il fallait écrire. Écrire aussitôt, car pour moi, écrire, c'est agir. Kabyle de la Chapelle et des quais de Javel, hommes des pays loin, cobayes des colonies, doux petits musiciens, soleil adolescent de la porte d'Italie, boumian de la porte de Saint-Ouen, apatride d'Aubervilliers, brûleur des grandes ordures de la ville de Paris, ébouillanteur des bêtes trouvées mortes sur pied au beau milieu des rues, Tunisien de Grenelle, embauché, débauché, manœuvre désœuvrée, Polaque du Marais, du Temple des Rosiers, cordonnier de Cordoue, soutier de Barcelone, pêcheur des Baléares ou bien du Finistère, rescapé de Franco et déporté de France et de Navarre pour avoir défendu, en souvenir de la vôtre, la liberté des autres. Esclaves noirs de Fréjus, tiraillés et parqués au bord d'une petite mer où peu vous vous baignez. Esclaves noirs de Fréjus, qui évoquaient chaque soir dans les locaux disciplinaires avec une vieille boîte à cigares et quelques bouts de fil de fer, tous les oiseaux de vos forêts, et ne venez dans la capitale que pour fêter, au pas cadencé, la prise de la Bastille le 14 juillet. Enfants du Sénégal, dépatriés, expatriés et naturalisés, enfants indochinois, jongleurs aux innocents couteaux, qui vendiez autrefois aux terrasses des cafés de jolis dragons d'or faits de papier plié. Enfants, trop tôt grandis et si vite en allés, qui dormez aujourd'hui de retour au pays, le visage dans la terre, et des bombes incendiaires labourant vos rizières. On vous a renvoyé la monnaie de vos papiers dorés, on vous a retourné vos petits couteaux dans le dos. Étranges étrangers, vous êtes de la ville, vous êtes de sa vie, même si mal en vivez, même si vous en mourrez. La pizza est italienne. Ton couscous est algérien. Ta démocratie est grecque. Ton café est brésilien. Ta chemise est hawaïenne. Ta montre est suisse. Ton baladeur est coréen. Tes vacances sont turques, tunisiennes ou marocaines. Tes chiffres
sont arabes. Ton écriture est latine. Ton Christ est juif. Et tu reproches à ton voisin d'être un étranger? J'ai un ami qui est xénophobe. Il ne peut pas supporter les étrangers. Il déteste les étrangers. Il déteste à tel point les étrangers que lorsqu'il va en vacances dans leur pays, il ne peut pas se supporter. Vous êtes allé en Chine comme prévu? Oui, cette année, nous avons fait la Chine. Encore un choix de mon mari. Et c'était comment? Oh, typique. La nourriture, par exemple. Typiquement chinoise. Je vous parle de la nourriture, mais il y a aussi le reste. Ne serait-ce que les Chinois eux-mêmes. Ils sont typiques de là-bas. Bref, un dépaysement total. Mon épouse et moi-même, cette année, nous avons fait l'Inde. Pour ce qui est du dépaysement, nous avons été servis, croyez-moi. Le dépaysement, c'est bien beau. Mais comme je dis à mon mari, point trop n'en faut. Il arrive un moment où l'on se sent trop dépaysé. Alors là, on a envie de rentrer chez soi. L'an prochain, c'est moi qui choisirai la destination. Mais moi de même. Si j'écoutais mon épouse, les prochaines vacances, ce serait direct l'Afrique. Non, bah, faut quand même pas exagérer. Alors, de mon point de vue, l'Afrique aussi, bah, c'est beaucoup trop typique. Même si c'est moins loin que la Chine. Moi, pour l'an prochain, j'ai déjà fait mon choix, c'est le Tyrol. Attention! Le Tyrol, c'est aussi très typique. Même si c'est plus près de nous que l'Afrique. Ils chantent des tyroliennes à longueur de journée. À la fin, c'est insupportable. Moi, l'an prochain, j'exigerai de mon mari d'aller en Corse. Oh, prudence, prudence. Plus typique que la Corse, il n'y a pas. Peut-être, mais la Corse, c'est la France. En France, on n'est pas dépaysé. Écoutez, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner, mais si j'étais vous, j'éviterais la Corse. Oh, pensez plutôt au Pays Basque. Ah, parce que vous croyez qu'au Pays Basque, on n'est pas dépaysé. Ça dépayse diablement le Pays Basque. Alors je vous le demande, il nous reste quoi pour nos vacances? Eh bien, moi je vais vous dire une chose. Pour les vacances, on n'est pas obligé de partir. Moi je dirais mieux, les vacances, on n'est pas obligé d'en prendre. Les rues de Paris ne sont pas sûres. Dans certains quartiers chauds de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir seuls de soir. Tenez, mon nouvel épicier, M. Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière dans le 18e. J'aime bien M. Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y a environ 6 mois. Il venait de racheter l'épicerie de M. et Mme Lefranc qui périclitaient. Il faut dire que pendant les heures d'ouverture de l'épicerie, Madame Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, tandis que Monsieur Lefranc en profitait pour boucher la bouchère. Le reste du temps, l'épicier se ratatinait sur des enfilades de ballons de Muscadet au rendez-vous Montmartrois de la rue de Colincourt en compagnie de Monsieur Leroy, le boucher. Les deux hommes s'estimaient. Outre qu'ils vaquaient au même trou, ils avaient ensemble une certaine idée de la France, faite de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les grandes surfaces, les étrangers et l'eau minérale les rassemblait encore. Chaque soir, quand M. et Mme Lefranc réintégraient enfin leur commerce à l'heure de Colaro,
il s'empêchait de fermer boutique, il se dépêchait de fermer boutique pour ne pas rater Bouvard. Tant et si bien que les clients, lassés de poireauter au poireau, avaient fini par reporter leurs instincts légumiers crépusculaires vers le supermarché. Femme, dit un soir M. Lefranc, sur un ton solennel qui ne lui était pas coutumier. Femme, nous sommes pris à la gorge par les gros au service de l'étranger. Nous allons devoir vendre l'épicerie. Madame Lefranc opina du sous-chef car c'était une femme réservée. Mais forcément, l'épicerie, personne n'en voulait. À quelque temps de là, alors qu'il gougloutait ses petits blancs en mobilissant le Maghreb, Vichy-Saint-Yorre et les établissements à Mammouth, M. Lefranc vit venir à lui un petit homme bien mis, quoique de style relativement basané. « Bonjour, monsieur, dit le petit homme. Vous êtes bien monsieur Lefranc ? Non, mais qu'est-ce qu'il me veut, ce melon, lança monsieur Lefranc en prenant la salle à témoin de l'outrecuidance de l'intrus. Moi, je vous prie de m'excuser, mais je ne suis pas un melon, je suis épicier. J'ai vu que vous cédiez votre bail, ça m'intéresse. Là, il faut que je dise, je n'arrive pas à retenir. Merde alors, dit monsieur Lefranc en tapant sur la table, ça me ferait vraiment chier de voir un fainéant de Bicot dans mon magasin plutôt crevé. Après s'être ainsi brillamment exprimé, M. Lefranc dit qu'il ne tomberait jamais 2 fois de suite sur pareil gogo. Le lendemain, en toute discrétion, il signait la cession de son bail à M. Rachid Serkaoui. Puis il prit le train à Montmartre pour aller finir ses jours en Morbihan dans sa villa Kermankampf, en compagnie de son épouse, et se consolait déjà de son ultime étreinte dans le pétrin, en caressant l'idée de barater le crémier de la rue du Varec de Quimperlot et de Crêpes. On n'entendit plus jamais parler d'eux. Dans le quartier, nous sommes très contents du nouvel épicier. Pour des fainéants, c'est incroyable de voir à quel point les épiciers arabes se lèvent tôt et se couchent tard. C'est à se demander comment ils suivent les jeux de 20 heures. Pour nous, c'est vraiment pratique. Le dimanche soir, par exemple, M. Rachid ne ferme jamais sa boutique avant que tout le quartier soit rentré de week-end. Dimanche soir, j'ai été acheter un pain et une salade à 9 h du soir passé. C'était encore ouvert. Il était en train de jouer au domino avec un autre Marocain qui lui ressemblait beaucoup. Je vous présente mon frère, Mohamed. Mohamed, je te présente un client très gentil. Je suis très gentil. Je dis bonjour monsieur Mohamed, vous habitez aussi le quartier? Il me dit oui, je viens de racheter la boucherie de la rue Lamarck. La boucherie de monsieur Leroy? Je m'étonnais que monsieur Leroy, qui avait la même fierté, le même front, le même foie que monsieur Leroy, ait consenti lui aussi à céder son commerce à un individu de style non gaulois, vachement caractérisé. Oh, au début, il a fait des difficultés, mais, reconnu M. Mohamed, il a dit qu'il ne traitait pas avec les melons. Je lui ai dit, mais monsieur le roi, on vous aura mal renseigné. Je ne suis pas un melon, je suis blanchisseur. Il a gueulé, quoi, ma boucherie, pour en faire un pressing, ils vont pas bien ces ratons. Moi j'ai dit, mais je ne suis pas un raton, monsieur le roi. Je viens de vous dire, je suis blanchisseur. Bon, à la rigueur, raton laveur, si vous voulez. Bon, il a gueulé, il m'a foutu d'or. On a signé le lendemain. Je me rappelle que ce dimanche soir-là, avant de me laisser repartir avec ma laitue et mon pain de mie, M. Rachid avait tenu à nous faire goûter un petit Sancerre blanc de l'année qu'il venait de recevoir. Encore un peu vert, mais très fruité. Lui-même ne s'en était servi qu'un petit fond de verre, par politesse, pour trinquer. Alors, comme il nous a dit, faut que je fasse attention, hein. Je suis moitié musulman, moitié diabétique. Mais moi, je sais qu'il préfère le Banyuls. Ce matin, pour la première fois, le rideau de fer de l'épicerie Cherkaoui est resté baissé. M. Mohamed, dans tous ses états, m'a appris que son frère venait d'être hospitalisé avec 10 points de suture au visage
Il avait été agressé la nuit précédente par des inconnus au couteau. Alors, M. Mohamed et moi, nous sommes allés chez le fleuriste d'à côté. On a acheté une poignée d'anémones. Je l'ai accompagné à l'hôpital. Les rues de Paris ne sont plus sûres. Je suis blanc de peau, quand on peut chanter l'espoir, elle manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien là-haut, c'est beau. Je suis blanc de peau. Chante, ça tient chaud chez moi, oh moi, qui suis blanc de peau. Ensemble la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. On écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge, sans trêve ni repos. Bonsoir, ma foi.